Donc, effectivement, je vais vous parler de la résolution, apprendre la résolution de problèmes grâce aux exemples résolus. Alors, j'entre directement dans le vif du sujet avec un premier exemple que je vais vous présenter et je vais vous demander ensuite de voter directement. Donc, je vais faire apparaître, une fois que vous aurez lu, un vote. Alors, normalement, une petite boîte de vote apparaît et je vous laisse voter individuellement. Alors, il y a à peu près tout le monde qui a voté, ou presque. Hop. Alors, je vais mettre fin au vote et je partage les résultats. Donc, les 80% à peu près des personnes qui ont voté ont répondu la réponse C. Alors, l'objectif de ce slide, ce n'est pas de vous expliquer comment réparer votre vélo, c'est pas ça bien sûr, c'est d'illustrer 3 manières de tenter de répondre, de résoudre un problème. La première, c'est justement lorsqu'on essaie de trouver comment le réparer par nous-mêmes. Alors peut-être qu'on a eu un cours théorique sur le vélo, mais si c'est la première fois qu'on le répare, c'est vraiment ce qu'on appelle de la résolution de problème. On ne sait pas le faire, on cherche. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par l'observation. On observe quelqu'un d'autre qui répare le pneu crevé. Mais cette personne, elle n'est pas spécifiquement en train de nous enseigner quelque chose. Elle agit tout simplement. Cet apprentissage par l'observation, il est énormément utilisé par les enfants, notamment en bas âge. Ils observent les adultes ou d'autres enfants quand ils marchent, par exemple, ou quand ils jouent au foot. Et enfin, la dernière méthode, c'est lorsque l'on regarde le tuto, c'est un peu comme l'apprentissage par observation, sauf que la différence, c'est que la personne que l'on observe essaye volontairement de nous expliquer comment faire, en fait. Ce n'est pas du tout de l'apprentissage par observation où la personne fait son action habituelle sans se soucier de nous. Là, il y a vraiment une démarche de la personne qu'on observe pour nous expliquer. Et donc, c'est vraiment cette technique-là, on observe quelqu'un qui a résolu le problème et qui essaye de nous l'expliquer, dont je vais vous parler. Alors, c'est quoi un problème résolu? Qu'est-ce qu'on entend? C'est tout simplement la présentation d'un problème et de sa solution. Ici, à gauche, par exemple, c'est un exercice de maths. Il faut résoudre une équation, exprimer A en fonction de B, C, D, et donc c'est vraiment la méthode résolution de problème. À droite, c'est le même problème, sauf qu'en plus, on donne la solution avec différentes étapes. Et c'est vraiment ça qu'on appelle un problème résolu. Et la question qu'on se pose, c'est que si on souhaite que les élèves apprennent à résoudre des problèmes, est-ce que c'est pertinent en fait de les entraîner à résoudre des problèmes, ou est-ce que finalement ce ne serait pas plutôt pertinent de leur faire analyser des problèmes, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif. Alors les deux stratégies, c'est celle-là. La stratégie 1, c'est celle qu'on utilise habituellement. On fait un cours, on présente un principe général, la théorie. Et puis souvent, une fois qu'on a présenté la théorie en cours, on présente un exercice que l'on résout au tableau. Et puis ensuite, on donne aux élèves une liste d'exercices qu'ils essaient de résoudre. C'est une pratique assez courante. Je ne dis pas que tout le monde fait comme ça, mais c'est assez courant. L'autre stratégie, dont je vais vous parler plus aujourd'hui, ça commence pareil, on présente la théorie, les concepts, et cette fois-ci, on demande aux élèves d'analyser de multiples exercices résolus. C'est plus nous qui faisons, ce sont eux qui vont analyser l'exercice résolu. Les exercices sont déjà résolus. Et ensuite, on les fait travailler sur une série d'exercices. Alors la question, c'est quelle stratégie est plus efficace? Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont tenté de répondre à cette expérience, alors, il y a déjà quelques années. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un groupe d'élèves qu'ils ont répartis en deux sous-groupes. Le premier sous-groupe d'élèves avait 8 exercices à résoudre.
ces exercices allaient 2 par 2. C'est-à-dire que chaque paire d'exercices testait le même concept. L'exercice 1A demandait d'appliquer une certaine méthode et l'exercice 1B nécessitait d'appliquer la même méthode, mais sur un cas différent, avec des valeurs différentes. Ensuite, les exercices 2A et 2B testaient une autre méthode, etc. L'autre moitié d'élèves, eux, ils avaient toujours les mêmes 8 exercices, mais le premier de chaque paire était déjà résolu. Donc, au final, ils n'avaient que 4 exercices à résoudre. Ils avaient accès à la correction des 4 autres sur bleu. Donc, ils pouvaient lire cette correction et s'en inspirer. Alors, quels ont été les résultats de l'expérience? Ce qui était observé, d'abord, c'est que pour réaliser le travail demandé, les élèves du deuxième groupe ont été 3 fois plus rapides. Alors, c'est évident qu'ils sont plus rapides, parce qu'en fait, ils n'avaient que 4 exercices à résoudre, et pas 8. Mais pourquoi 3 et pas juste 2, puisqu'ils ont 2 fois moins d'exercices? Parce qu'en fait, si on regarde dans le groupe 1, les élèves passaient la majorité du temps à essayer de résoudre le premier exercice de chaque paire, à trouver la méthode. Et une fois qu'ils avaient trouvé la méthode pour l'exercice A, ils arrivaient à peu près assez rapidement à l'appliquer à l'exercice B. Et tout ce temps de recherche de la solution, de savoir comment je m'y prends pour arriver à trouver une solution, elle n'était pas présente dans le groupe 2. Directement, ils la regardaient et ils essayaient de la transférer. Ensuite, ce qu'ils ont fait, les chercheurs, c'est qu'ils ont fait passer un test, un examen identique pour les 2 groupes. Et ce qu'ils ont observé, donc ce test-là, c'était des nouveaux exercices sur les mêmes méthodes que celles enseignées, mais dans des autres cas. Ils ont observé que toujours le groupe de droite, il faisait beaucoup moins d'erreurs lorsqu'il résolvait cet examen, et il était plus rapide à résoudre. Donc cette expérience a été faite il y a à peu près 40 ans, et elle a montré l'efficacité de la méthode. Et depuis, ça a été répliqué dans de nombreux contextes. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi? Finalement, pourquoi est-ce que c'est plus utile de lire un problème déjà résolu plutôt que d'essayer de le chercher à soi-même, vu que l'objectif, c'est d'apprendre à résoudre par soi-même? Alors, pourquoi? Pour ça, je vais vous faire un jeu. Pour ceux qui voient, qui me voient encore, j'ai des guitares. Et donc, je suis guitariste, et donc j'ai le jeu des guitares. Alors, à la maison, les deux jouent de la guitare. Et donc, il y a ma copine. Ma copine, c'est la guitare là que j'ai encadrée en rose. Désolé pour les couleurs, c'est juste moyen mnémotechnique. Donc, elle joue cette guitare-là. Et moi, ma guitare, c'est celle-là, celle qui est entourée en bleu. Mais en fait, à la maison, on n'a pas 4 guitares. On n'a pas 2 guitares, excusez-moi, on en a 4, justement. On a chacun de nous 2 guitares. Voici les 2 autres guitares. Et donc, la question que je vous pose maintenant, c'est que sachant que ma première guitare, c'est celle en bleu, quelle est ma deuxième guitare? Est-ce que c'est la A ou la B? Sachant que l'autre sera forcément à ma copine. Alors, si vous savez parfaitement, ne dites rien et ne dites rien dans le chat non plus. Mais pour tout le monde, je vais vous faire voter. Répondez au feeling comme vous le sentez. Est-ce qu'on est obligé de voter? Alors, si vous n'avez vraiment aucune idée, vous n'êtes pas obligé de voter. Sachant que c'est anonyme, donc même si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Alors, je vais mettre le fond au vote, puisque tout le monde à peu près a voté. Alors, je partage les résultats. Donc là, c'est 50-50. En fait, ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'il y a des gens qui ont répondu volontairement le bon choix, qui ont répondu juste. C'est-à-dire que tous ceux qui ont répondu, alors pas tous ceux qui ont répondu juste, mais certains le savaient, et d'autres ont répondu à peu près au hasard ou à l'instinct. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est qu'il y a 4 guitares. On voit qu'il y a une distinction, il y a des guitares électriques
et des guitares acoustiques. Voilà. Mais il y a aussi une autre distinction que vous n'avez pas forcément vue. C'est celle-là. En fait, il y a des guitares pour droitier et des guitares pour gaucher. Si vous regardez les deux guitares électriques, vous verrez qu'elles sont symétriques. Et cette symétrie-là, elle est essentielle. Déjà, il y a le petit creux pour accéder aux notes aiguës, mais il y a même les cordes qui sont inversées. À gauche, la corde la plus grave est à gauche sur la guitare de gauche et elle est à droite sur la guitare de droite. Et ça, c'est un élément essentiel quand on est guitariste. Et je suis sûr qu'il y a quelques personnes guitaristes ici ou qui ont des connaissances en guitare qui l'ont vu tout de suite, en fait. Avec les guitares que je vous ai montrées, forcément, moi, j'étais gaucher. Parce que moi, je joue une guitare de gaucher et d'autres jouent une guitare de droitier. Et oui, Mireille a dit tout à fait, exactement. Mais ce qui est intéressant, et ce n'est pas la seule, de voir ici, c'est qu'il y a des choses que les novices, ceux qui ne savent pas, ne voient pas, et d'autres, où en tant qu'expert, ça nous saute aux yeux, c'est immédiat. Et ça, c'est essentiel parce que finalement, les élèves ne voient pas les problèmes de la même manière que nous. Un expert en guitare voit tout de suite gaucher-droitier. Les autres, ils ne savent pas, on ne sait pas trop finalement, est-ce que c'est une histoire d'acoustique ou pas, ou d'autre chose. Alors cet exemple de guitare, hein, c'est un exemple un peu caricatural parce que je fais la guitare, mais il a été testé de nombreuses fois, notamment dans cette expérience de physique, où il y avait ici 3 problèmes de physique, les 3 qu'on voit, et il y avait aussi la correction qui allait avec. Et on a demandé aux élèves de classer les problèmes, de les regrouper par ordre de ressemblance. Et ce qu'ont fait les élèves, c'est qu'ils ont dit que ces 2 problèmes-là étaient les plus ressemblants. Et ce qu'ont fait, ils ont posé la même question aux enseignants, en leur disant quels sont les problèmes les plus ressemblants d'après vous. Et les enseignants, ils ont choisi ceux de là. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas pareil, ils ne voyaient effectivement pas pareil énoncé. Parce qu'en fait, les méthodes de résolution des exercices, de ces 2 exercices-là, étaient très proches. Alors que les méthodes de résolution de ces 2 exercices-là étaient différentes. C'est-à-dire que les principes physiques auxquels ça faisait appel, puisque c'est un exercice de physique, étaient les mêmes dans ces cas-là. Alors je ne sais plus si c'était la conservation d'énergie ou c'est un système... il y a du frottement, donc peut-être il y a des choses... Ouais. Donc je ne sais plus l'énoncé exact. Mais en gros, voilà, les experts, les profs ne voyaient pas de la même manière les élèves, les problèmes, excusez-moi. Et donc dans un problème, il y a des éléments qu'on appelle structurels. C'est ceux qui vont conduire à la méthode de résolution. Par exemple, la guitare est droitier-gaucher, ça c'est structurel, c'est hyper essentiel quand on joue. Et puis il y a des éléments superficiels qui sont l'apparence. Et ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit apprendre à nos élèves à reconnaître ces éléments structurels pour pouvoir ensuite utiliser les bonnes méthodes de résolution. Et en général, lorsqu'on cherche à résoudre un problème nouveau, on procède par analogie. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème similaire que j'ai déjà résolu? Et c'est ce qu'on dit des fois aux élèves. On leur dit, ah bah tu ne te souviens pas, est-ce qu'il n'y a pas un problème qu'on a déjà fait qui ressemble? Parfois c'est pertinent, parfois non, parce que des fois, ils vont utiliser des analogies de surface. Et donc, ah oui, je me souviens, il y avait un truc un peu avec un ressort. Oui, mais ce n'était pas important, en fait, le ressort. Et parfois, ils vont utiliser les bons éléments. Et donc, on doit vraiment apprendre à nos élèves à reconnaître ces éléments structurels et ensuite à appliquer les bonnes méthodes. Alors, quelqu'un m'a fait remarquer dans le chat qu'effectivement, il avait reconnu la symétrie, il avait vu la symétrie des guitares sans être forcément guitariste. Et c'est tout à fait possible. Hein. Il n'y a pas de souci à ça. Mais maintenant, ensuite, il y a aussi comprendre le lien avec les méthodes. C'est-à-dire que voir les éléments structurels et savoir pourquoi ce sont ceux-là et pas d'autres. Alors, si je reviens à la question, qu'est-ce qui est le plus efficace entre demander à un élève de résoudre un problème ou alors lui demander d'analyser un problème déjà résolu? Les études suivantes, en fait, depuis les 40 dernières années, elles ont montré que ça dépendait de la compétence des élèves. À savoir, pour des élèves qui ont peu de compétences, donc on vient de leur enseigner la théorie, mais ils n'ont pas fait vraiment d'exo, pas trop. Alors pour eux, c'est important et c'est plus efficace d'analyser des exemples. Parce que comme ça, en regardant les exemples, ils vont comprendre comment analyser la situation et comment appliquer les méthodes. Une fois qu'ils savent faire ça, qu'ils arrivent bien, ils vont se mettre à réfléchir de la bonne manière. Ils vont se mettre à voir le problème de la bonne manière.
Et dans ce cas-là, ça va être plus pertinent de leur faire résoudre des problèmes. Parce qu'ils vont s'entraîner de plus en plus à appliquer les bons mécanismes mentaux, les bons schémas. Ça va s'automatiser, c'est-à-dire que ça va être beaucoup moins coûteux pour eux, beaucoup plus immédiat. Ils vont pouvoir les appliquer à de plus grandes familles de situations. Ils vont pouvoir prendre du recul. Et nous, souvent, en tant qu'experts, on est très compétents pour l'exercice qu'on pose aux élèves. Et donc, pour nous, c'est bénéfique de faire la résolution de problèmes. On n'apprend pas grand-chose en lisant déjà des solutions d'autres personnes. C'est pour ça qu'on ne se rend pas forcément compte que ce n'est pas optimal. Donc voilà, donc, pour les débutants, vraiment, cette méthode d'analyse d'exemple, et une fois qu'ils comprennent bien comment ça marche, qu'ils voient le problème avec des yeux d'experts, on peut leur faire résoudre des problèmes. Alors, maintenant, dans une deuxième partie, je vais vous montrer des techniques pour utiliser efficacement ces problèmes résolus. Alors, le premier principe, c'est le choix des exemples. Déjà, il faut présenter de nombreux exemples. Et ça, c'est important, parce que souvent, des fois, on présente, en tout cas dans l'enseignement supérieur, on ne présente pas beaucoup d'exemples. C'est-à-dire qu'on fait au mieux une méthode, un exemple. Voilà. Mais ce n'est pas ça. En fait. L'idée, c'est de faire plein d'exemples bien choisis pour une seule méthode ou un seul concept. Pour quelque chose qu'on veut illustrer, il faut montrer de nombreux exemples. Alors, un cas un peu bête, hein, si je vous dis, regardez les guitares de droitier, c'est comme ça, et les guitares de gaucher, c'est comme ça. Alors, vous pouvez, évidemment, vous n'allez pas le faire, vous dire que... Jean-Luc, c'est fermez ton micro. Jean-Luc, ton micro est... je ne sais pas si tu... Alors, je crois que je n'ai pas vu, j'ai vu Jean-Luc qui essaie de dire quelque chose, mais... Oui, alors, j'active mon micro. Je demande à tous les participants, s'il vous plaît, de bien vouloir couper les micros parce qu'on entend des bruits dans les maisons. Donc, c'est assez perturbant. Merci beaucoup de les fermer. Alors, je vais voir à côté, puisqu'il y a aussi mon fils qui fait un peu de bazar juste à côté. Vous nous laissez une seconde, je vais lui dire. Laissez-moi une seconde, je vous laisse réfléchir. Je vais juste te dire, c'est à côté. Hein. Hop là, excusez-moi. Alors, si je vous dis, reprenons, si je vous dis, les guitares de droitier, c'est ce qu'il y a en bas à droite, les guitares de gaucher, c'est ce qu'il y a en haut à gauche, ça y est, j'ai perdu, en haut à droite, évidemment, vous pouvez vous dire, tiens, toutes les guitares électriques sont de gaucher, toutes les guitares acoustiques sont de droitier. Évidemment, vous ne vous dites pas ça. Hein. Mais quand on ne sait pas, on n'a aucune idée. Là, par exemple, tout à l'heure, pour revenir à mes problèmes de physique, si je vous dis, regardez, dans ce problème-là, vous utilisez la méthode A. Et dans celui-là, vous faites la méthode B. Là, on fait une confusion, comme pour le coup de la guitare. On ne sait pas ce qui est important, puisque les apparences sont différentes. Il est beaucoup plus judicieux de prendre, par exemple, ces deux exemples-là, parce qu'ils ont des aspects identiques, mais des méthodes de résolution différentes. Ou alors, de prendre ces deux méthodes-là, ces deux exemples-là, parce qu'ils ont des aspects différents, mais des méthodes de résolution identiques. Alors, je reviens effectivement sur tout à l'heure, avec le bruit qu'il y a eu un petit peu. Si vous avez des questions sur ce qu'il y a eu avant, n'hésitez pas à poser dans le chat. Hop, alors il y a des gens. Hop, touc. Alors, pouvez-vous rappeler les méthodes A et B? Oui, alors, oui et non, parce que faudrait que je réfléchisse, c'est que je prenne un papier à crayon pour souvenir. Mais typiquement, là, dans ces exemples-là, la méthode A, ça peut être, je vais utiliser le théorème de l'énergie cinétique, non, peut-être pas celui-là, mais peu importe. Imaginons que c'est ça. Et puis la méthode B, ça peut être, je vais utiliser le loi de Newton. C'est-à-dire que deux manières d'appréhender un problème. Ça, c'est un exemple. En maths, je vais montrer d'autres exemples, mais c'est tout ce qui vous fait faire un choix plutôt qu'un autre. Et quand on a des élèves, on leur demande de faire des choses et ensuite ils vont faire des choix. Oui, c'est des techniques et applicables à des disciplines très différentes et je vais montrer juste après, je vais montrer des exemples dans d'autres situations pas du tout physiques.
hop, effacer tous les dessins, il y a quelqu'un qui avait écrit un petit peu. Hop. Alors, je vais vous présenter par exemple la règle d'accord du participe passé. Je pense que ça va aller pour tout le monde évidemment, hein. Mais c'est juste pour vous montrer. Hop, hop, hop. Alors, imaginez, je donne l'exemple A, et je dis aux élèves, bon, ils sont attrapés, ES. Et les autres, je leur dis, ce sont les fraises que vos amis ont mangées, ES. D'après vous, est-ce que ces exemples sont bien choisis et pourquoi? Alors, je vais vous présenter le sondage. Voilà. Alors, choisis pourquoi, effectivement, comme des exemples d'accords du participe passé. Donc, je fais un cours sur l'accord du participe passé avec le verbe être ou le verbe avoir, à des élèves pour qui c'est adapté, évidemment, et je leur présente juste 2 exemples, et en espérant que ça va les aider à comprendre. Voilà la précision sur la question. Alors, allez-y les derniers. Vous n'êtes pas obligé de voter si vous n'avez pas d'avis, hein. Alors, je mets fin au vote. Voilà, ouais. Hop. Je vais partager. Donc là, il y a 80% des gens qui ont voté non. Alors effectivement, ces exemples, ils ne sont pas optimaux. C'est vrai que ce sont des exemples où le verbe être est par exemple accordé avec le participe passé est accordé avec le sujet pour le verbe être. Mais le problème, et donc ici on a bien le participe passé qui est accordé avec le COD pour le verbe avoir. Le problème de l'exemple 2, c'est que vos amis étant féminins, il est tout à fait possible qu'un élève qui a du mal à comprendre croit que le manger a été accordé avec le sujet. Vos amis ont mangé. Et c'est en ça que cet exemple-là n'est pas optimal. Et donc, on a ici 2 exemples où un élève qui comprend mal peut croire que ça s'accorde toujours avec le sujet. Si l'élève fait cette confusion d'accorder avec le sujet, pour lui, ce sont 2 exemples qui illustrent bien sa croyance fausse. Donc, du coup, ce n'est pas du tout évident, forcément, de choisir les bons exemples, parce qu'il faut aussi comprendre comment les élèves raisonnent. Alors, autre point, une fois qu'on a choisi des bons exemples, ça va être de bien faire réfléchir les élèves aux exemples. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'un élève à qui on demande de lire un exercice corrigé, alors généralement, il ne le lit pas, surtout si c'est un élève de l'enseignement supérieur. En général, ils ne le lisent pas. Mais les élèves de l'enseignement secondaire, c'est un peu différent. Je pense qu'ils s'ils sont en cours avec vous, ils vont le faire, le travail. Sauf que c'est bien possible que quand ils le lisent, ils le lisent superficiellement. C'est-à-dire qu'ils le lisent vite, ils croient avoir compris et n'arrivent pas à généraliser. Et en fait, cet effet-là, c'est l'effet GPS. C'est-à-dire que vous êtes en voiture, vous devez aller chez un ami, vous mettez l'adresse et puis vous suivez. Et le problème, il est résolu par le GPS, par Google Maps. Il vous dit, tourne à droite, tourne à gauche, etc. Puis une fois que vous êtes arrivé, vous ne savez pas du tout ce que vous avez fait, vous êtes incapable de refaire le même trajet. C'est-à-dire que si on vous pose le même problème, vous avez bien suivi la correction, hein, vous avez tourné au bon moment, mais vous êtes incapable de l'avoir refait, donc vous ne l'avez pas comprise. Et vous êtes même incapable d'avoir, si je vous donne une adresse similaire, une adresse qui n'est pas très loin, de généraliser quelque chose à ça. Alors qu'il y a plein de choses à généraliser. On sait par exemple que pour aller chez quelqu'un qui habite loin, il faut rejoindre le périph', prendre le périph', sortir à la sortie la plus proche, puis après prendre les grosses routes, et après prendre les petites routes. Et puis, pour savoir de quel côté du périph' on va, ça dépend si le village il est à l'est ou à l'ouest. En gros, toutes ces connaissances-là, qui vont permettre de généraliser, de comprendre comment se construit un itinéraire de voiture, on n'y arrive pas quand on suit bêtement le GPS. D'où la nécessité d'engager l'activité intellectuelle de l'élève lorsqu'il va suivre l'exemple, lire l'exemple. Et donc, c'est comment rendre efficace cette lecture ou cette écoute d'un cas corrigé, d'un cas traité.
La technique, au final, elle est assez simple. Enfin, il y en a plusieurs, mais la première, c'est celle que vous avez vue, c'est de faire le coup de la paire. Vous donnez un exercice résolu et un autre à résoudre avec la même technique. Ce qui fait que pour résoudre l'exercice B, il va être un peu obligé d'aller lire l'exercice A. Et comme ce n'est pas tout à fait pareil, le B, il va être obligé de comprendre un minimum. Et alors, si c'est vraiment pas pareil, il va être obligé de comprendre beaucoup, avec potentiellement, il va échouer, si c'est trop différent. Et si c'est un peu pareil, il y a des chances qu'il arrive, et donc du coup, il va comme ça transférer ce qu'il a vu là. Ça, c'est, donc du coup, ça, au lieu de faire un exercice, vous devez en faire deux, en fait. Au sens, l'élève en fait qu'un, mais vous aviez un énoncé, il va falloir trouver un autre similaire sur la même chose. Ce n'est pas forcément évident, mais en général, on y arrive. Autre exemple, je vais vous montrer justement, Jean-Luc me demandait est-ce que ça s'applique dans d'autres matières. Là, c'était un cours pour apprendre à reconnaître le design de chaises, de vieilles chaises. Et donc la question, c'était qui a designé cette chaise-là? La réponse est Frank Lloyd Wright. Je ne sais absolument pas qui c'est, bien sûr. Et la méthode générale, c'était de lister toutes les caractéristiques. Et donc, ce qu'on a fait, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont donné à l'élève un premier exemple résolu, celui-là. Ils ont eu un cours avant hein, sur les designs de chaises. Hein. Donc, ils ont eu le cours théorique avant. Donc là, c'était le premier exercice. Et donc, voilà le prof qui a donné toutes les caractéristiques, l'abstraction géométrique, le fait qu'il y ait des choses verticales, horizontales, une structure, etc. Tout ce qui lui paraît pertinent, il lui a permis de conclure que c'était Frank Lloyd Wright qui l'avait fait. Et ensuite, il a donné un deuxième exercice similaire à résoudre, où il y a une autre chaise, et ils ont demandé de lister les différentes caractéristiques et d'en déduire qui était le designer. Ce qui est intéressant avec cet exemple de chaise, c'est pour montrer qu'en fait, ça ne s'applique pas seulement à des choses où il y a une méthode A particulière, où en maths, on va faire, il y a peut-être des fois une seule manière de résoudre le problème, ou en physique, où c'est évident. Là, pas du tout. L'analyse de design et de trouver qui est l'auteur, il n'y a rien de systématique. Il n'y a pas un algorithme qui va nous dire comment faire pour déterminer le style, pour déterminer qui a créé une chaise. Est-ce que c'est Ikea ou Frank Lloyd Wright? Donc cette technique-là s'applique aussi aux disciplines ou contenus pas très structurés, en fait. Là où il n'y a pas forcément une solution algorithmique. La technique 2, c'est une technique que moi j'aime beaucoup, c'est celle où on va, cette fois-ci, ajouter des questions qui vont faire réfléchir les élèves sur la correction. C'est-à-dire qu'on va donner la correction et la question ne va pas être de résoudre l'exercice, puisqu'il est déjà résolu. La question va être de comprendre la solution. Donc la question va porter sur la solution et pour y répondre, ils vont être obligés de la comprendre, cette solution. Alors, voici par exemple un exercice. Comment doit-on accorder le verbe dévorer dans la phrase ci-dessous? Ce sont les gâteaux que les filles ont dévorés. Bon. Vous donnez la solution. Les gâteaux étant en masculin pluriel, le verbe dévorer s'accorde donc en ES. Et ensuite, vous dites, bah, tiens, je vais appliquer cette technique, je vais poser une question qui va faire réfléchir les élèves à bien comprendre pourquoi, bien comprendre cette correction. Je vais vous présenter maintenant deux exemples de questions que vous pourriez inclure suite à cet exercice. Et je vais vous demander donc de voter pour laquelle vous pensez qu'il est la plus pertinente à inclure. Donc, je vais vous présenter deux exemples de questions à ajouter et je vais vous demander, en tant qu'enseignant, vous ajouteriez quoi comme question suite à cet exercice? Alors, je vous laisse lire et je vais vous faire voter. Alors, j'active le vote.
Alors, allez-y les derniers, positionnez-vous. Alors, je vais mettre fin au vote. Les avis sont partagés. Donc, il y a à peu près une bonne partie qui vote la 2 et une autre qui vote la 4. Ce que je vais faire, c'est je vais vous demander d'en discuter entre vous. Alors, je ne vais pas vous donner tout de suite la bonne réponse. Je vais vous mettre en sous-groupe. Donc, vous allez vous retrouver dans un groupe de 4, une visio privée. Vous allez être par 4. Et je vais vous demander du coup d'en discuter de vos réponses avec vos collègues. Hop là. Et d'essayer de trouver un consensus. Et donc, je vais vous laisser 4 minutes, 5 minutes pour débattre de quelle est d'après vous la bonne réponse. Alors, juste avant, hop, je vous remets les 2 questions dans le chat. Voilà, les 2 proposées. Et je vous dis du coup à tout de suite. Donc là, vous avez une invitation qui vous invite à rejoindre votre salle. Allez-y, et on se retrouve dans quelques minutes. Alors, vous avez des petits... ceux qui restent là, tout va bien ou... Un, deux. Alors, est-ce que je vois Hélène, Piti, Sylvain, Aurélie, Delphine, Cathy, iPhone, Émilie, est-ce que ça va? Est-ce que est-ce que ça marche? Vous pouvez activer votre micro? Ou est-ce que vous êtes occupé avec vos enfants? Bonjour. Bonjour. Ah ouais, vous êtes pas tout seul, normalement il y a aussi... Il y a 2 sous ça, je suis Ouais. Ah, est-ce que tu es là? Ah oui, Flora. Bonjour Flora, ouais. Tu peux parler ou pas? Flora? Je vois que tu écris. C'est des groupes de 4, normalement, il nous manque une 4e. Oui, elle a fait mettre le son. Ah oui, zut. Oui, mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas eu. Donc, alors, ce que je vais faire, je vais te remettre dans une autre. Je vais vous mettre toutes les 2. Hop. D'accord, donc, hop, je vais te décaler là. Ouais, Si vous connaissez l'apprentissage de l'abstraction de Britt-Marie Barthes, où on multiplie les exemples et puis après on en effère les règles, mais je pense que savoir justifier son choix de réponse de façon précise sur le sujet précis, je pense que c'est pertinent, mais bon. Où on est espionné, au secours. Je suis passé voir si tout allait bien. Parce qu'il y en a qui ont eu des problèmes de micro, donc... Ah non, tout va bien. Enfin, on est 3 dans le groupe, mais tout va bien. Oui, en fait, c'est-à-dire, je pense qu'il y a une personne qui est sur son téléphone mais qui n'arrive pas à communiquer. Ah oui, c'est ça, oui.
Ok, bon. Bah, je vous laisse discuter alors. Ça, ça, vous avez fait un consensus déjà ou pas encore? Eh ben, on était d'accord, en fait. Donc, on avait voté d'accord. la même chose. Bon, bah, ça va alors. Mais alors, pourquoi il y en a d'autres qui n'ont pas voté comme vous? Parce qu'il y en a d'autres qui ont voté la 4. Essayez de réfléchir Oui, de dire les deux. Oui. pourquoi les deux seraient un choix intéressant. Alors, je vais aller voir les autres en attendant. Ben, on a un alors, début de réponse, du coup. Bon, Vous voyez ce que je veux dire? oui. Non, Discordance, c'est pas clair. parce que je ne me rappelle plus. C'était la bonne règle de… La 2, c'est… Oh, bah, ça y est, ça m'échappe là tout d'un doit coup. être Deux, c'est pourquoi on accorde Ah, avec quelle est la règle? D'accord, Voilà. participative. Et si on met le 4, si on met la 4, ça demande donc de nommer la règle et d'expliquer. Ça peut permettre de donner une occasion de mettre en évidence une discordance possible entre la règle et l'explication. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Exemple, ah bon, bah, ok. Eh ben, bonne continuation de réunion à tous. Merci. Bonjour, Julie, au revoir. Ça se passe bien, ça va? Oui, oui, oui. Oui, je passe. Ah, Du vous coup, êtes en fait, vous êtes venu dans notre petite salle, c'est ça? oui, c'est ça. Je suis venu pour voir D'accord. si, parce qu'il y Ah, en a d'accord. où On je croyait fais que le c'était là. tour pour voir si ça se passe bien, parce que certains, finalement, ils ont eu des problèmes de son, ils n'ont pas pu discuter. Donc, je faisais le tour des salles. Ah non, nous, on croyait qu'on revenait dans la salle commune, donc qu'on avait qu'à… Bientôt, mais pas tout à fait. Non, non. Mais du coup, vous êtes mis d'accord, Mise, Mise d'accord. sur. On a échangé, mais bon, on Voilà. n'a pas vraiment tranché. Y a-t-il D'accord. une réponse? Une seule réponse? Ouais, donc moi, je peux en justifier une. Après, je ne sais pas. Je dirais pas que c'est. Il y a une réponse. Non, il y en a plusieurs qui sont justifiables, je pense. Oui, je pense aussi, oui. Ouais. Voilà. Bon, bah, du coup, bah, je vais arrêter. Du coup, on va retourner dans la salle principale. D'accord, à tout de D'accord, suite. merci. Alors, j'envoie juste un petit message pour dire aux gens que ça va être bon. Très bien. À tout de suite. À tout de suite. Je pense que tout le monde est de retour. Je vérifie. Ouais, c'est bon, ouais. Alors, est-ce que, bah, je vais vous faire vite fait, est-ce que c'est celle-là, hop, hop, je vais vous faire relancer le sondage pour voir juste si vous avez changé d'avis au cas où.
Hop. Alors, c'est bon. Presque bon, ouais. Hop. Alors, voilà les résultats. Hein. Donc, ils étaient un peu plus tranchés pour la réponse 2. Et c'est-à-dire que c'était plutôt autour de 60%, donc c'est un peu diminué. Hein. Alors, pourquoi donc moi, ce que j'en dis, hein, sans prétendre qu'il y a une réponse unique, parce que c'est souvent subtil et ça dépend des élèves, mais ce que je peux dire, c'est que la première réponse, la première question, quelle est la règle d'accord du participe passé avec le verbe avoir? On peut y répondre sans lire la correction. Donc celle-là, a priori, elle n'incite pas, si elle est toute seule, à lire la correction. Il suffit de se remémorer la règle, ce qui est quand même utile, hein, mais pas besoin. Je réponds à la règle et je n'ai pas besoin de lire tout ce qu'il y a avant. Donc ça n'incite pas. La deuxième, elle va inciter à lire la correction, puisqu'elle est précise et elle porte spécifiquement sur la question. Donc la 3, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas aussi bien l'une que l'autre, puisque c'est sûr, c'est que la 1, elle n'incite pas à lire la correction. Par contre, est-ce qu'il faut poser les deux? Eh ben, en fait, ça peut dépendre. Il me semble que si les élèves savent répondre à la question 2, sans qu'on, ça veut dire de la bonne manière, ça veut dire qu'ils sont remémorés la bonne règle. Mais si on voit qu'ils échouent, il peut être pertinent de les guider par une deuxième question en leur disant hey, là, on est dans le cours des accords, donc rappelle-moi la règle, ou va revoir ton cours, où est-ce que c'est écrit. Donc, la réponse 4, elle est aussi justifiable, que dans certains cas, il y a besoin de guider les élèves. Si vous pensez que ça va aller, juste la 2 suffit. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire des remarques complémentaires là-dessus, ou est-ce que c'est bon? Oui, si je peux faire une Oui. remarque. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire mémoriser et consolider des procédures qui vont vraiment du début à la fin? Donc effectivement, depuis quand je vois un participe passé, la première chose que je dois faire, c'est regarder si l'employé avec être, avec avoir, etc. Ensuite, faire ça, etc. Oui, et c'est ça, effectivement, c'est ça l'objectif. Et ça y participe. C'est-à-dire que leur montrer comment c'est fait participe à cette automatisation. Et donc après, vous pouvez leur faire apprendre de manière déclarative, c'est-à-dire qu'ils sont capables de réciter la procédure, celle que tu viens de dire, mais est-ce qu'ils sont capables de l'appliquer concrètement? Donc, il faut effectivement leur enseigner la procédure que tu as dit et la faire pratiquer, notamment par cet exercice. Et ensuite, voilà. Alors, l'enregistrement la session est enregistrée. Donc, pour les personnes, j'ai vu qu'il y a une personne qui doit quitter déjà. Je pense qu'elle aura du coup accès à l'enregistrement pour la fin de la conférence, s'il souhaite. Est-ce que c'est bon pour celle-là? Peut-être une question, Jean-François. Oui. Est-ce que l'exercice devant lequel tu nous as mis, quel est le rapport précis avec la technique des problèmes résolus? Alors, quand on utilise des problèmes résolus, le but, c'est d'arriver à engager intellectuellement les élèves dans la lecture, de la correction. Et donc, on a besoin d'une compétence qui est donc la technique qui est la technique, une des techniques possibles, c'est d'ajouter une question qui va faire réfléchir à la correction. Ce que j'ai observé, c'est que quand j'avais déjà demandé ça à d'autres enseignants, j'aurais demandé cet exemple, j'aurais dit écrivez une question pour faire lire. Beaucoup ont écrit cette question-là. Quelle est la règle? Ça veut dire qu'en fait, les enseignants du supérieur que j'avais eu, spontanément, ils n'écrivaient pas de questions qui faisaient lire la correction, ils écrivaient des questions qui faisaient appel juste réciter le cours. Et donc, c'est pour ça que j'ai posé cette question. C'est juste pour bien focaliser l'attention sur attention. Quand on dit qu'il faut engager les étudiants dans la lecture par des questions, il faut encore poser les bonnes questions. Est-ce que c'était ça la question? Un petit peu. Et d'une façon générale, est-ce qu'il est préférable de partir de la règle générale et d'aller vers le cas particulier, ou de partir d'un cas particulier qui illustre certains aspects de la règle générale? En fait, ce qui est essentiel, c'est effectivement quand on dit quelque chose de nouveau, c'est de le relier aux connaissances précédentes. Donc, si on fait quelque chose d'extrêmement général et d'extrêmement abstrait,
les élèves vont avoir beaucoup de mal. Donc, il vaut mieux commencer effectivement avec des choses connues et les abstraire. C'est-à-dire, regardez, ça, vous savez, ça, vous connaissez un vélo, ok, vous connaissez une voiture, donc je vous définis les objets à une roue, à 2 et 4 roues. Mais d'une manière générale, il vaut mieux, effectivement, pour accrocher au départ les élèves, commencer avec des choses qui comprennent et vraiment, ou tout du moins, si tu présentes la règle générale, il faut absolument très vite la relier à ce qu'ils savent déjà, en fait, hein, ce qu'ils ont en tête, donc des cas particuliers, et à leur expérience de tous les jours. Leur expérience de tous les jours pouvant être les cours de français. Hein. Voilà ce que je dirais sur ta question. Après, c'est une question assez... c'est peut-être pas la réponse ultime, parce que c'est pas forcément évident. Alors, c'est vrai, je vais illustrer d'autres types de questions. Quand on dit qu'on ajoute des questions qui font réfléchir, il y a plusieurs manières. Alors, là, c'est un exemple de physique, un parachute qui tombe, et je vous laisse pas besoin de le lire, mais la question, c'est est-ce qu'il y a une force plus grande? Quelle est la force la plus grande? C'est l'exercée par le parachute sur l'homme ou le poids de l'homme? Peu importe la réponse. Et si on demande ça aux élèves directs, ils vont souvent se tromper. Donc, on leur dit, les deux sont de même intensité. C'est la réponse. Et donc, on peut poser une question aux élèves tout simplement en leur demandant pourquoi. Voilà. Et comme ça, ils vont devoir répondre. Pourquoi est-ce que c'est de même intensité? Dans ce cas-là, ils vont chercher les trucs qui vont faire que ça va leur faire penser à une intensité égale. C'est peut-être pas suffisant. Une autre technique, c'est les guider. Les guider par des textes à trous, par exemple. Ça, c'est une technique. S'ils n'arrivent pas à répondre à une question ouverte directement du type pourquoi, on va guider le raisonnement. Et encore, on peut encore plus guider simplement en demandant un QCM. Là, on guide énormément. Donc, ça, c'est 3 manières d'engager les étudiants dans leur réflexion, les élèves, en leur posant une question directement. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que la personne a fait le choix A? Pourquoi est-ce que la chaise est designée par Lord Kelvin, enfin, je ne sais plus qui, et pas par Ikea? Ou alors, vous allez le guider en lui disant il a été designé par Ikea parce que blablabla. Ensuite, on peut faire réfléchir, comme tu parlais d'apprentissage procédural, à quel est le chemin suivi. Par exemple, j'ai acheté 3 kg de pommes de terre pour 12 € de pommes. Combien ça m'a coûté d'acheter 5 kg? Donc, c'est 12 divisé par 3 fois 5. Eh bien, on peut poser les questions aux élèves en disant qu'est-ce qu'on cherche à faire? Qu'est-ce que cherche à faire Julien quand il divise 12 par 3? Pourquoi est-ce qu'on divise 12 par 3? Là, c'est pour avoir le prix au kilo. 12 par 3. Mais ça, c'est évident pour nous. Mais pour un élève, ça ne l'est pas forcément. Pourquoi est-ce que le GPS t'a fait tourner à gauche? C'est pour rejoindre la rocade, par exemple. Donc, faire réfléchir à l'élève aux différentes étapes suivies dans la correction. Où est-ce qu'il veut aller? Où est-ce qu'il va? Quelle est la stratégie générale de la personne quand elle fait 12 divisé par 3 fois 5? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Ou par exemple, alors là c'est un exemple en Scratch, si vous êtes prof de maths, voilà, Manon a réalisé ce dessin à gauche, grâce au programme Scratch. Donc là, on ne demande pas à l'élève d'écrire le programme pour faire le dessin, parce que ça, c'est de la résolution de problème. On donne le programme qui marche et qui fait vraiment le dessin. Et on pose une question, par exemple, à quoi correspond le nombre 4 dans l'instruction répétée? C'est marqué répété 4 fois. Une erreur peut être de croire que c'est à cause du carré. Alors, voilà. Mais en fait, c'est 4 fois le motif, le grand motif. Donc ça, cette question-là, pareil, elle va focaliser sur un point particulier intéressant, ici le 4, à ne pas confondre avec le carré, qui peut être une erreur de l'élève, pour leur faire analyser la correction, notamment les détails importants, pour qu'ils soient capables ensuite de la modifier pour l'adapter à une nouvelle situation. Parce que si je leur demande un exercice où il y en a 5 comme ça, est-ce qu'ils vont comprendre qu'il faut changer le 5? Ou si je leur fais dessiner un triangle, mais 4 triangles, est-ce qu'ils vont comprendre que c'est bien quand même le 4? Donc je focalise l'attention des élèves, j'attire leur attention sur les éléments pertinents de la solution. Alors je regarde juste le temps, il ne me reste plus beaucoup de temps, je suis un peu débordé. Alors je vais terminer là-dessus, sur quelque chose d'essentiel qui est de faire comparer les exemples. Parce qu'on apprend beaucoup avec différents exemples. Évidemment, le côté d'électrique acoustique, je vous ai dit, donc là c'était les 4 cas, droite et gaucher, donc on connaît. Je peux prendre 2 guitares, et
Et je leur dis, pourquoi, en fait, même si elles se ressemblent, elles sont différentes. Donc, c'est deux cas qui se ressemblent, mais qui sont fondamentalement différents. Il y en a une de droitier, une de gaucher. Exemple, alors là, c'est de l'informatique. Hein. Bon, peu importe. J'ai deux programmes différents. Il y en a un, j'ai utilisé la boucle for et l'autre, la boucle while. Et c'est un peu technique, mais grosso modo, je demande pourquoi est-ce qu'à gauche, la personne a choisi for et pourquoi est-ce qu'elle a choisi while? Qu'est-ce qui, dans l'énoncé du problème, a fait que le choix de solution était différent? Donc ça s'applique. Voilà, c'est pour présenter deux méthodes différentes. Pourquoi est-ce que là, il a choisi de faire un coup droit et là, il a choisi de faire un revers, par exemple? Ou peu importe. Pourquoi aux échecs, il a choisi de bouger sa tour et là, son cavalier, alors que quand même, ça ressemblait. Il y avait juste une pièce différente. Donc, on va analyser, on va pointer sur les éléments critiques qui vont faire déterminer la méthode. Ou au contraire, en disant, voilà, finalement, ça semble différent, mais pourquoi c'est pareil? Alors, il est 19h, donc je ne vais pas vous le faire le coup de... Ça, c'est un peu long. Hop. Mais grosso modo, vous présentez, alors bon, je vais le faire rapidement, deux cas de négociation. Par exemple, des enfants qui négocient pour une orange, on en parlera après, ou des gens qui négocient pour savoir où c'est qu'il faut faire une conférence, peu importe. Et vous dites, voilà, quelles sont les similitudes entre ces deux cas de négociation, par exemple? Ça semble des cas différents, des enfants qui veulent une orange ou des gens qui veulent choisir une conférence, mais pourtant, c'est la même stratégie. Ou alors, des fois, on peut se poser la question en disant, ok, certes, c'est pareil, mais des fois, il y en a une qui est plus adaptée que l'autre. Par exemple, pourquoi est-ce que jouer un morceau de Brassens est plus adapté à la guitare acoustique? Et ça marche aussi de jouer des Brassens sur l'électrique, mais c'est moins adapté. Alors, par exemple, en maths, j'ai 1 demi fois x plus 1 égale 8, donc je passe le 2, j'arrive à 15. Ça, c'est une solution A, je n'ai qu'un. Et Gilles, lui, il a décidé de développer, et à la fin, il arrive à 15. Donc, ce sont deux solutions qui fonctionnent. L'objectif, c'est de faire réfléchir à l'élève pourquoi l'une est mieux que l'autre. Donc, on leur dit, voilà, Shaneka et Gilles ont résolu le problème différemment, mais elles ont obtenu la même réponse. Pourquoi est-ce que la méthode de Shaneka est préférable? Finalement, ça fonctionne les deux. Et donc, c'est ce qui s'appelle la flexibilité procédurale. C'est-à-dire qu'on va être capable d'adapter ces stratégies en fonction du cas. Finalement, c'est plus astucieux de faire comme ça. Mais encore faut-il savoir faire les deux méthodes. Et voilà la comparaison d'exemple, ce qu'elle permet de faire, soit de bien faire comprendre pourquoi c'est pareil alors que ça paraît différent, soit au contraire, pourquoi c'est différent alors que ça paraît pareil, ou alors, pourquoi les deux marchent, mais dans ce cas-là, il y a quelque chose de plus subtil, de plus astucieux, de plus intelligent. Alors, je vois qu'il y a des messages. Ne s'agit-il pas finalement de faire réfléchir les élèves sur le pourquoi de telles phases similaires du raisonnement? Oui, celle-là aussi, effectivement, on peut, comme demande Jean-Luc, c'est effectivement, il y a des cas où les problèmes sont différents, mais on a effectivement quelque chose de similaire dans les deux. Alors, concernant l'exemple des guitares. Alors, je ne sais pas, je vais réfléchir à Mathilde, je réfléchirai à la guitare. Donc, la question c'est, est-ce que ce n'est pas intéressant de montrer deux guitares électriques? Oui, effectivement, si j'aurais dû montrer la guitare électrique de moi et celle de ma copine, et leur dire, vous avez vu, je ne peux pas jouer celle de ma copine, pourquoi? Elle ne peut pas jouer la mienne. Là, ça aurait été pertinent pour vous faire apprendre la notion de guitare gaucher-droitier. Mais mon objectif à moi, quand je l'ai fait, ce n'était pas ça. Mon objectif à moi, c'était que les experts voient immédiatement la solution, que les personnes qui ne connaissent pas la guitare ne voient pas forcément. Et donc, ce n'était pas du tout mon objectif de vous apprendre guitare gaucher-droitier. Mais sinon, tu as raison, c'est une bonne technique. Alors, pour revenir, qu'est-ce qui est le plus efficace? L'analyse d'exemple ou la résolution de problèmes? On l'a vu, au début, quand l'élève n'est pas compétent, on lui fait analyser des exemples. Et puis, au fur et à mesure que sa compétence augmente, on lui fait résoudre des problèmes. Donc, la question à se poser, c'est à quel moment il est capable de chercher à résoudre le problème de la bonne manière. C'est-à-dire, il voit avec les yeux d'expert. Chercher à résoudre un problème en faisant n'importe quoi n'apprend rien du tout. Il cherche au hasard les élèves et puis ils en retirent rien de général. Par exemple, je prends ma voiture et je vais dans toutes les rues au hasard
et puis j'arrive chez toi. OK. Bon, bah, ça ne m'apprend rien. Donc, est-ce qu'ils peuvent identifier les éléments structurels et utiliser les bonnes méthodes? Donc, il faut qu'ils connaissent les éléments, il faut qu'ils connaissent les méthodes, et qu'ils les aient vus avant. Si c'est incapable de faire ça, on lui donne un problème résolu. S'il est capable, on lui donne un problème à résoudre. En pratique, ce n'est pas toujours facile de déterminer la transition, mais on peut faire cette technique-là, par exemple, la technique de la paire de problèmes sur la méthode A, sur laquelle je vais ajouter une question sur l'exercice résolu 1A pour l'aider vraiment à réfléchir à ça. Puis après, je vais me présenter 2 autres exercices sur une autre technique. Voilà ce que je peux faire. Plutôt que faire 4 exos en cours ou seulement 2, ben, je vais faire 2 exemples résolus et 2 exemples à résoudre. Je peux aussi faire de la comparaison de cas. Là, dans l'exercice 1, pour la même méthode, je vais chercher 3 exemples différents, je vais faire comparer les 2 premiers et je vais lui demander d'appliquer au 3e exercice. Et si j'ai des élèves que je sens vraiment à l'aise, bon, bah, eux, ils peuvent simplement résoudre les problèmes. Encore, bon, faut-il connaître ces élèves, hein, bien sûr. Et ça va dépendre évidemment du cours. Et conclusion, c'est que voilà, ce qu'on fait habituellement, en tout cas moi, au début, il y a longtemps, ce que je faisais habituellement, j'expliquais la théorie, je leur faisais un exemple au tableau, parce qu'en plus j'étais dans l'enseignement supérieur, donc c'est très traditionnel. Et puis après, 3 jours plus tard, ils vont en TD, en cours, et puis on fait 12 exos, ou 3 exos. Bon. Ça, c'est pas très efficace. Maintenant, j'en présente le cours dans une petite vidéo, et puis en TD, ils analysent des exos. Et puis, je fais un autre TD où ils travaillent sur les problèmes. Mais comme j'ai fait tout ça dans une vidéo avant, ça m'a fait économiser des heures où je passais au tableau tout seul à parler, par exemple. Bon. Mais voilà l'idée, donc c'est pas que l'enseignant qui présente un exercice, parce qu'on le faisait toujours déjà, montrer des exemples. On l'a tous fait, hein. C'est notre pratique quotidienne. Mais là, ça change la manière de montrer des exemples. Ce sont les élèves qui sont face à l'exemple, qui doivent l'analyser et en faire beaucoup. Et voilà, merci pour votre attention. J'ai un peu débordé par contre, du coup, mais je suis encore présent pour ceux qui peuvent encore. Il n'y a pas de souci, Jean-François, pour le débordement, il n'y a pas de problème. On peut se donner encore quelques minutes. Si on résume, et pardon si je dis des âneries, donc toi, tu insistes sur l'analyse de la résolution, en particulier l'identification de ce que tu appelles les éléments structurels, apprendre à observer ces éléments ou à les identifier par comparaison avec des problèmes qui semblent ou qui ne sont pas similaires ou différents. Ensuite, tu as insisté longuement et ça paraît vraiment intéressant sur comment on fait cheminer l'élève dans sa réflexion à partir de questions que tu qualifies de pertinentes ou efficaces. Et moi, je rajouterais le point suivant, c'est que l'implication de l'élève repose sur la propension naturelle du cerveau humain à s'impliquer par la question. C'est un fonctionnement naturel qu'on n'utilise peut-être pas assez dans l'enseignement et qui consiste à répondre un peu à la curiosité de l'élève, et l'enseignant, il est là pour attiser cette curiosité. Est-ce que ça semble à peu près faire le tour de tout ce que tu as essayé de faire passer, ou veux-tu ajouter des choses? Non, mais c'est ça, sur ce que tu as dit, l'effet question, moi j'appelle ça comme ça, effectivement. Quand on pose une question, on a envie de savoir la réponse. Et donc, c'est cette curiosité et cette envie de répondre qui permet d'engager activement les élèves dans une lecture de correction. Mais donc, merci pour ton résumé. Ok, alors on va peut-être donner plus largement la parole. Si l'un ou l'autre veut intervenir, vraiment, vous en avez la possibilité pendant les minutes qui viennent. Ouvrez bien votre micro et nous vous écoutons. Allez-y. Alors, il y a des questions sur le chat qui ont été posées, juste, auxquelles je n'ai pas eu le temps juste là. Michel, qui demande comment ça s'articule avec une pédagogie inversée. L'élève face à l'exercice résolu trouve la méthode tout seul. Alors non, pour répondre à Michel, donc, les élèves ne doivent pas forcément trouver la méthode tout seul. Ce n'est pas la méthode qu'ils trouvent. C'est-à-dire qu'on leur a déjà présenté, par exemple, dans une capsule vidéo, le cours expliquant la méthode et les éléments. Donc là, on leur présente un exercice. Éventuellement, on leur demande de reconnaître la méthode, par exemple,
Et ensuite, si c'est en ligne que ça se fait, on leur donne la réponse, bien sûr, s'ils y arrivent ou qu'ils n'y arrivent pas. Par exemple, sur votre ONT, vous mettez l'exercice et vous mettez un petit cas textuel en disant pourquoi est-ce que l'élève a utilisé la méthode A. Mais juste avant, ils ont eu la capsule vidéo qui présentait la méthode A et la méthode B. Et ensuite, une fois qu'ils font ça en ligne, ils répondent je pense qu'il a fait la méthode A parce que ci ou ça, il envoie et il a un petit texte qui lui donne la réponse. Et ensuite, en cours, par exemple, en séance, vous avez regardé ce qu'ils ont fait sur le BNT, et puis vous pouvez corriger et aller plus loin, par exemple, et proposer d'autres exercices, soit reprendre en exercice résolu si ça n'a pas été s'ils ont eu des résultats difficiles, soit aller faire des exercices. J'espère que ça répond. Merci à tous. Alors, si quelqu'un n'hésite pas à prendre la parole avec le micro. Alors, est-ce que tu peux peut-être commenter la question sur le transfert, la transférabilité? Voilà, ça y est, je vois, oui. J'en vois une autre aussi que j'avais ratée. Alors, juste avant la dictée, une dictée négociée. Alors, je ne connaissais pas la dictée négociée. La comparaison de procédures en maths n'existe-t-elle pas aussi? Alors, la comparaison de procédures en maths, si c'est bien ce que je comprends, c'est effectivement de viser l'identification d'éléments structurels et des procédures les plus adaptées, il me semble, si c'est bien ce que j'en conclus. Oui. La dictée négociée, je ne connais pas, en fait. Donc je peux pas... C'est une situation dans laquelle les élèves doivent ensemble essayer de trouver une orthographe correcte pour un texte qu'ils auraient dicté, et ils doivent argumenter les choix orthographiques qu'ils ont faits. Et en fait, ce qui est visé dans cette situation, c'est que les élèves fassent le rappel à la règle lorsque les règles ont été étudiées, qu'ils identifient les éléments importants qui vont permettre de faire les bons choix. Exactement, oui. Alors, sauf que ça, c'est de la résolution de problèmes en binôme. Oui, en binôme, à 3 ou 4. L'exemple, voilà. Ça marche, mais on peut aussi faire de l'analyse d'exemple en binôme, ce qui a été fait beaucoup en maths. C'est-à-dire qu'on lui donne la solution, par exemple, de Gilles et Chaneka en maths, où il y en a qui fait un demi, il les met dans la parenthèse, ou l'autre qui le... Et on leur demande d'argumenter en binôme pourquoi la solution est meilleure. Et donc, ça va tout à fait dans cet esprit. Et là, la spécificité, c'est qu'on donne la correction de la dictée dans cette méthode d'exercice résolu. C'est-à-dire que c'est déjà bien orthographié, et on les fait débattre. Et ensuite, une fois qu'ils arrivent à faire ça, on peut leur dire, non, c'est pas orthographié, allez-y, et ça peut être fait, comme tu dis, en binôme, et c'est vachement intéressant. Alors, est-ce que la transférabilité d'un problème est accompagnée par une multiplicité d'exemples, ou est-ce qu'on laisse les élèves construire la transférabilité? Alors, donc Juliette, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu entends par construire la transférabilité, si tu peux parler, sinon je ne sais pas si... En fait, je pense à une situation que j'ai vécue là cet après-midi avec un petit... Moi, je suis en primaire, avec un petit groupe d'élèves en résolution de problèmes, où les élèves devaient chercher la solution, la situation initiale. Donc, en gros, c'était des problèmes du type je pense à un nombre, j'ajoute 4, j'obtiens 12, donc quel était mon nombre de départ? Et le fait de voir le mot ajouter, tous les élèves tombent dans le piège, et voilà, donc on essaye de... Voilà, ils vont faire une addition sans comprendre qu'en fait, il fallait soustraire. Et donc, on fait ça, ils comprennent, mais bien sûr, si on fait dans le sens inverse, là, badaboum, alors que c'est exactement le même schéma, c'est la même chose, ils retombent dans le piège. Donc, si on dit, on travaille avec dans ce sens-là, et puis si on dit, je pense à un nombre, j'enlève 4, j'obtiens 12, et bien là, il suffit de changer un des éléments du schéma du problème, et là, de nouveau, il retombe dans le piège. Exactement. Donc, je voulais savoir s'il faut accompagner à chaque étape par des exemples, ou s'il faut les laisser construire ce cheminement. Il me semble... Je ne sais pas si j'ai été claire. Si, tout à fait, oui. Ce que j'aurais tendance à dire vraiment, là, en plus, c'est un problème compliqué. C'est un problème de réflexe à inhiber, en fait. C'est-à-dire que quand on voit le plus, voilà, hop, on a envie de répondre. Donc là, c'est clair, il faut le déconstruire. Ce qui me semble sûr, c'est que montrer dans ce cas-là les exemples, de tous les cas, va les aider à transférer dans ce cas-là. Après, tu peux leur montrer l'exemple pour le premier, leur faire exactement pareil, et ensuite leur demander soustraire. Et il y a des chances, si par exemple,
tu estimes qu'il y a une chose, la moitié des élèves va répondre juste, va y arriver avec le problème du moins, eh ben, tu peux les mettre en binôme et tu dis que ça va fonctionner en discutant en binôme. Si tu estimes que c'est vraiment encore beaucoup trop dur, que si tu poses maintenant la question du moins, alors que tu as expliqué pour le plus, hein, donc il n'y en a que 10% qui vont répondre juste, il vaut au mieux faire de l'exemple. D'accord, ok. Tu vois, c'est un peu comme, ce serait ça que je conseillerais. Alors, question importante de Dorothée, c'est que si les élèves analysent la résolution du problème, ils n'ont pas l'opportunité de faire des erreurs. Alors, effectivement, ça c'est important. La question c'est, est-ce que l'erreur de se tromper apporte et à quelles conditions? L'erreur, elle est intéressante si j'en retire quelque chose, évidemment, si je comprends mon erreur, et aussi si, ce qui peut arriver, moi ce que j'ai vu aussi souvent, c'est les élèves qui répondent juste pas pour la bonne manière, pas pour la bonne raison. Dans ce cas-là, c'est embêtant, puisqu'ils n'ont pas de feedback, ils disent, bon, c'est juste, mais ils ne comprennent pas, ils abstraient rien. Ou alors, ils font l'erreur, et puis si je lui explique la solution ensuite, est-ce que ça va aider à comprendre le fait d'avoir fait l'erreur ou pas? C'est une question qu'il y en a qui soulèvent, ils appellent ça l'échec productif. Faire une erreur, des fois, nous permet d'être plus attentifs à certaines choses. Cependant, dans cette méthode, il y a quand même la possibilité de faire des erreurs, mais juste pas tout de suite, et juste différentes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que l'analyse du problème résolu. Hein. Ensuite, on va faire des exercices quand même. Hein. Je ne dis pas qu'il faut enlever les exercices à résoudre. Je dis juste qu'il faut les décaler pour que ça soit de l'entraînement où ils réfléchissent de la bonne manière. Et que s'ils font des erreurs, après, ils vont l'analyser. Ah bah oui, mais là, il y avait l'élément structurel, etc. Donc, ils soient capables ensuite de plus bénéficier de leurs erreurs. Donc, oui, il faut continuer à faire de la pratique et il faut juste la délayer, en fait, pour que ce soit de l'erreur intéressante. Bon. Bonne soirée, bonne soirée. Alors, question de Mathilde. Lorsque vous avez, est-ce que quand je vous ai fait discuter en groupe, est-ce que ça devait servir à nous faire choisir une meilleure réponse? Oui, c'était l'objectif. Je ne dis pas que ça a fonctionné dans ce cas-là. L'objectif là, en fait, cette technique-là, moi j'utilisais beaucoup, alors j'enseignais la physique avant et l'informatique. C'est pour ça qu'il y avait un peu des exemples là-dedans au départ. J'ai utilisé beaucoup dans les amphis ou dans les conférences, les amphis ou les amphis virtuels en ligne, de poser un QCM, typiquement le parachute là, et puis de les faire voter et débattre. Et ce qu'on observe très très bien dans ces matières, c'est qu'effectivement, suite au débat, ils votent, le pourcentage de réponses correctes augmente. Mais je leur ai fait le cours avant, je leur ai expliqué par exemple un théorème, et puis ils en débattent. Hein. Et ça fonctionne, et des expériences ont montré qu'ensuite, que si on les testait sur une nouvelle question, ils avaient vraiment appris. Ils ne s'étaient pas juste laissés convaincre par celui qui était au premier de la classe, quoi. Donc, le débat peut tout à fait conduire à une amélioration de l'apprentissage. Mais pour que ça soit efficace, il faut que les personnes débattent réellement. Si vous faites débattre des élèves où il y en a un qui n'a pas réfléchi, bon, bah, il ne va pas réussir à débattre. Donc, il faut qu'il y ait un vote individuel, d'abord, qui engage la réflexion les élèves pour qu'ensuite ils soient capables de débattre. Il faut que le cours ait été fait aussi pour qu'ils soient capables de débattre de la bonne manière. Donc ça, c'est les conditions pour réussir à faire un débat. Et des fois, au deuxième vote, ça arrive. Dans certains cas, ce n'est pas mieux. Donc ça veut dire que c'est intéressant, qu'il faut en rediscuter. Mais en général, quand on fait débattre, c'est efficace. Pardon Jean-François, sur le plan cognitif, comment tu expliques ce bénéfice du travail collaboratif? En fait, il y a deux choses. Pour qu'il transfère, il faut que je prenne le contenu qu'on m'a présenté et que j'arrive à le comprendre en profondeur. C'est-à-dire que je vais essayer de l'intégrer avec ce que je connais, je vais essayer de voir le problème. Donc, je vais faire plein d'hypothèses, je vais me dire, tiens, ça doit être comme ça que ça se passe. Je vais construire des liens dans ma tête en fonction de ce qui est présenté et puis de ce que je connais déjà. Mais moi, j'ai mon cerveau à moi, avec mes liens à moi et ma manière de voir à moi. L'élève d'à côté, avec qui se débattre, il a relié les choses, mais d'une manière différente. Pour moi, un arbre, c'est pas pareil. Moi qui suis physicien, un arbre, c'est quelque chose qui est lourd, qui a une longueur et une masse, et qui vit longtemps. Mon frère, il est biologiste, donc il va pas le concept d'arbre, il l'a pas du tout de la même manière que moi.
Et donc, par le débat, il va m'apporter des connaissances et des liens que je n'avais pas du tout fait. Et donc, je vais pouvoir utiliser son savoir et construire par-dessus. Soit directement le prendre, soit carrément ajouter des choses. Et donc, dans le débat, il y a la possibilité de co-créer quelque chose. Et on arrive comme ça, ça nous permet de partager notre savoir. Ce n'est pas parfait, hein, bien sûr, hein, mais c'est comme ça qu'on explique l'efficacité du débat. Tu veux dire que la qualité de la réponse collaborative, elle est meilleure parce que le nombre d'arguments qui permettent d'aboutir à une réponse est plus grand? Parce qu'il y a des liens nouveaux, il y a des connexions nouvelles qui vont se créer et qui n'existaient pas avant chez chacun de nous. Alors, ça ne marche pas à 100% des cas. Hein. Je veux dire, il y a des fois où le groupe est moins bon que l'individu, parce qu'il y a des effets de groupe qu'on a assez étudiés de type, il y a le chef qui parle en premier, donc personne ne contredit ensuite. Donc, il y a vraiment des conditions pour que le débat fonctionne. Il faut qu'il y ait égalité entre les gens qui débattent. Égalité des statuts, ça ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes points de vue, sinon ce n'est pas très bon. Il vaut mieux qu'ils aient des points de vue différents. Dans ce cas-là, effectivement, tu peux avoir des ajouts de connaissances, des transferts de connaissances et des transferts de points de vue qui m'obligent finalement à voir le problème différemment. Tiens, je ne l'avais pas vu comme ça. Grâce à lui, je n'avais pas pensé qu'effectivement, on pouvait voir les choses comme ça. Alors, si vous voulez bien, on va se donner peut-être une dernière question avant de se quitter. Juste par rapport à la composition des groupes, Jean-François, est-ce que ça ne tient pas aussi justement à la composition du groupe? Est-ce que ces groupes ils sont constitués de manière aléatoire pas et là, vous m'entendez? Pardon, Laurence, il faut que tu reprennes ta question. On a eu une longue coupure. Vas-y. D'accord. Je disais à Jean-François, est-ce que ça ne tient pas aussi à la composition des groupes? Est-ce que les groupes sont compatibles aussi à ça? Alors, je n'ai pas tout compris. Je crois qu'il y a une question de composition des groupes. Ouais. Si éventuellement, tu peux peut-être la taper. Pendant que tu tapes la question, je vais répondre à une question qui est dans le chat. Vas-y, essaie de la taper si tu peux, parce que vraiment, on a du mal à comprendre ton texte, Laurence. Alors, il y a une personne qui a dit, faut-il commencer chaque nouvel apprentissage par cette analyse d'exercice? Je dirais oui. Oui, je vais la taper. Okay, merci, Laurence. Je dirais effectivement, on explique les concepts, les principes généraux qu'on peut nous-mêmes faire dans un exemple, hein, et ensuite on fait effectivement aux élèves à utiliser des exemples. Et si ça va très vite, on va vous passer tout de suite à la résolution de problèmes. Mais souvent, on se constate que ça va moins vite que ce qu'on pense, en fait, qu'il y avait besoin. En sciences physiques, on utilise beaucoup la démarche d'investigation par la découverte des notions. Et oui, alors donc il y a Erika, en fait, la démarche... Hop là. Donc ça, c'est un sujet à part entière, hein, sur la démarche d'investigation pour la découverte des notions. Ce qu'ont montré les chercheurs quand même en psychologie cognitive, c'est que si on souhaite qu'un élève comprenne une notion, par exemple en physique, le troisième principe de la loi des actions réciproques, par exemple le principe d'inertie, c'est pas du tout efficace de leur faire découvrir cette loi. L'humanité, elle a mis 2000 ans entre Aristote et Newton pour y arriver. Et donc, ce qui marche pour les étudiants qui débutent, c'est de l'enseignement guidé, l'enseignement un peu explicite. On va donner la notion et elle est déjà suffisamment compliquée pour qu'ils aient du mal à l'appliquer. Mais la faire découvrir par eux-mêmes, en général, la découverte non guidée, la pédagogie de la découverte libre, n'est pas efficace en fait en pratique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre, qu'il ne faut jamais le faire. Je parle vraiment pour les débutants, elle n'est pas efficace. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre la démarche expérimentale. On peut aussi apprendre la démarche expérimentale. Dans ce cas-là, le but n'est pas d'apprendre les lois de Newton. Le but, ça va être d'apprendre la démarche expérimentale, qu'on va présenter de manière explicite et entraîner. Il faut faire attention à la pédagogie de la découverte, vraiment leur dire, allez-y, je vous donne des points pour trouver les lois de Newton. C'est vraiment pas efficace, en fait. Alors, pour terminer, Jean-François, tu peux peut-être reprendre la question de Laurence sur la composition des groupes pour optimiser la production collective. Et puis après, si vous voulez bien, nous nous quitterons puisqu'on a très largement dépassé l'horaire prévu. Vas-y, Jean-François, et après nous conclurons.
Alors, est-ce que, oui, la composition des groupes joue. Ce qu'on observe pour les groupes informels ou les groupes où les élèves n'ont pas appris spécifiquement à travailler en groupe. On observe que des groupes de 3 ou 4, c'est assez efficace. En dessous, c'est un peu moins bien efficace, 2, mais ça marche aussi. Au-dessus, il y a la scission des groupes. Si vous mettez 5 élèves ensemble, en général, il y a 3 et 2 qui se passent, ou 1 et 4, etc. Donc déjà, il y a la taille, c'est un des premiers facteurs. Ensuite, sur l'homogénéité, ce que j'ai lu, parce que c'est vraiment des thèmes de recherche à part, hein, mais ce que j'en ai lu rapidement, c'est qu'il fallait une certaine hétérogénéité des points de vue. Ça, c'était plutôt pour les problèmes complexes, et j'ai lu ça plutôt dans des chercheurs en économie ou en prise de décision, par exemple, où une entreprise, elle doit savoir si elle doit investir A ou B, quoi. Les points de vue différents, dans le cas où j'enseigne, par exemple, en maths, faire A plus B au carré, je ne vois pas trop, quoi. Donc, je ne vois pas trop comment appliquer ça partout. Mais en tout cas, lorsque c'est des problèmes complexes qui nécessitent des points de vue différents, c'est important d'avoir une hétérogénéité des points de vue pour ne pas oublier des éléments, parce que sinon, on est tous biaisés par notre manière de voir le monde. Et donc, ça, c'est important. Après, expert, non expert, alors quand le but, on travaille de prendre des bonnes décisions et prendre la meilleure décision, donc les recherches en économie, ils vont dire qu'il faut plutôt être expert. Okay. Là, effectivement, ce qu'on observe, effectivement, c'est que dans le cadre à nous de l'enseignement, si les élèves, si on teste le cas suivant, je donne un problème à des élèves, je leur fais résoudre soit tout seul, soit à 2. Lequel est plus bénéfique? Eh bien, ça dépend. Pour des élèves qui ont des difficultés, ce qui est plus bénéfique, c'est de les faire bosser à 2. En gros, s'ils n'arriveraient pas à résoudre ce problème tout seul, il vaut mieux les mettre à 2. Par contre, celui qui est capable de le résoudre tout seul, il vaut mieux qu'il le fasse tout seul. C'est là où il apprendra le plus. Parce que l'autre va l'encombrer d'une certaine manière. Il va devoir expliquer, il ne va rien y gagner. Et donc là-dessus, il y a une inversion de l'effet. Ça s'appelle donc en gros l'expertise et la difficulté. Si l'exercice est trop dur pour être résolu tout seul, c'est mieux que je le fasse en groupe. Si au contraire je peux le résoudre tout seul, j'apprendrai plus si je le fais tout seul. Donc vous pouvez avoir des bons élèves en leur disant toi tu le fais tout seul l'exo, puis vous deux je vous mets en groupe. C'est tout à fait possible. Et effectivement, pour les débats, donc quelqu'un disait est-ce qu'on peut faire apparaître des arguments anonymes avec des outils où les élèves tapent leurs arguments, ça peut être utile. Un bon débat, quand même, effectivement, il n'est pas public. Quand je parlais de groupe de 3-4, là, je vous ai fait discuter en visio privé. Et en pratique, quand je fais ça dans un amphi, je leur dis, vous discutez avec vos voisins. Je ne demande pas à un élève de lever la main devant tout l'amphi. Parce que là, il y a des difficultés pour les élèves d'apparaître bêtes devant tout le monde. Donc vraiment, ce débat privé, ça marche bien. Ça n'empêche pas l'enseignant de tourner, et ça ne les dérange pas trop, en fait, finalement, quand on tourne et qu'on les écoute. Hein. Et donc, effectivement, s'il y a des soucis des élèves qui ne veulent pas s'exprimer, le côté anonyme peut aider à faire remonter des points de vue. Eh bien, cher Jean-François, il est 19h30, je crois que nous allons bientôt nous quitter. Bon, il me reste au nom de tous à te remercier vivement pour avoir partagé ton expérience de chercheur et de pédagogue au niveau des étudiants, mais qui sont très largement, alors pour le coup, transférables dans le monde de l'éducation. Reste à chacun ensuite, en fonction de sa discipline, du niveau d'âge des élèves, etc., voir comment il peut décliner et peut-être approfondir toutes ces questions. Donc, merci infiniment, Jean-François. Si tu veux bien, tu vas rester quelques minutes avec nous lorsque nos participants nous auront quittés. Et alors, donc, à vous tous, merci. Je vous dis à la prochaine fois. Merci aux organisateurs, Laurence, Hélène en particulier. Et puis, à très, très bientôt, chers adhérents de notre association. Sans vous, nous n'avancerions pas beaucoup. Merci et à bientôt.